Libérer, accueillir la parole des victimes de violences sexuelles. La page Instagram Balance ton port Guyane a été créée il y a une dizaine de jours et depuis très nombreux témoignages anonymes ont été publiés. Viol, harcèlement sexuel, attouchement, abus de faiblesse, la liste est longue. Et se pose donc à nouveau la question de ce que nous sommes collectivement capables ici en Guyane de faire sur un sujet qui nous concerne tous d'une manière ou d'une autre, que l'on soit homme ou femme, victime, proche de victime ou même agresseur. Pour en parler, Isabelle Iderkrivski est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes anthropologue, ethnologue, mais également la déléguée régionale ici en Guyane aux droits des femmes et à l'égalité. Je le précise quand même, avant de commencer cet entretien, que l'on n'entrera pas dans le détail ce matin des noms et des affaires qui ont été publiées depuis ces derniers jours. Si on vous reçoit, c'est pour avoir un éclairage, votre regard sur ce qui est en train de se passer, ce que ça raconte, de la société guyanaise. Est-ce que ça vous a déjà étonné, Isabelle Iderkrivski, que cette page Instagram arrive ici comme ça, se crée en Guyane, ou bien ça correspond à un changement, une dynamique qui s'est enclenchée en fait depuis ces dernières années? Alors la page en elle-même, elle peut pas étonner parce que on voit bien qu'il y a une génération qui s'exprime et qui revendique différemment, quels que soient les sujets. Oui, oui. J'aime pas, et ça y est, la page est créée. Après, ça marche ou pas en fonction du nombre de followers. Donc en sociologie, beaucoup de chercheurs s'intéressent aux likes aussi, en disant mais si on enlevait les likes, par exemple, est-ce que certaines pages auraient autant de succès? Est-ce qu'on regarderait autant? Est-ce que l'information serait plus pertinente? Donc le fait de liker aussi a une incidence sur l'information elle-même. Avec un effet boule de neige en fait. Exactement. Donc ça, on est dans une nouvelle génération où il faut des vues, où il faut des likes. Et en fait, derrière ces vues et ces likes, on n'a pas toujours des débats. Donc ça, il y a certains sujets pour lesquels nous, on préfère justement qu'il y ait plus de temps, et là on parle de victimes et on comprend leur colère parce que c'est le travail que mènent au quotidien plusieurs associations, dont l'Arbre Fromager, l'association guyanaise d'aide aux victimes, l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales, l'idée santé, le planning familial. Il y a énormément d'associations qui sont financées par l'État pour intervenir. Il y en a assez d'ailleurs sur ce point-là pour ce qui concerne la Guyane. Ouais. Il y a assez de personnel. C'est-à-dire que là, on est en train, c'est un travail de longue haleine et on a réussi à couvrir tout le territoire. C'est-à-dire que certaines zones géographiques de chez nous ne méritent pas une association à temps plein. Ça nécessite surtout, par exemple, des permanences ponctuelles parce que c'est plus petit, parce que les victimes ont peur de parler parce qu'on va les regarder. Donc on voit bien qu'on adapte les dispositifs en fonction de la commune, de la situation. Donc tout ce qui se fait ailleurs n'est pas forcément dupliqué de la même manière en Guyane. On s'adapte, ça c'est déjà un premier point important. Donc la question de la libération de la parole, dès qu'on a une victime qui est accueillie, la première chose, on la met aussi dans des groupes de parole pour rencontrer d'autres victimes et l'accompagnement d'experts juridiques. Donc tout ça est gratuit, experts juridiques, parce qu'il ne faut pas s'improviser enquêteur. En disant, voilà, les preuves, c'est lui, Non, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Donc, d'abord, on s'en remet à la justice. Donc là, c'est très important de se référer au droit. Très important aussi de savoir si elle veut déposer plainte ou pas. Parce que parfois, certaines victimes disent, non, je veux juste parler, je veux rencontrer la psychologue, je veux voir une assistante sociale et je veux pas déposer plainte. Malheureusement, j'ai presque envie de dire, parce que les 3/4 ne vont pas jusqu'à la plainte. Donc elles veulent simplement déjà avoir un groupe de soutien. Ensuite, quand on va jusqu'à la plainte, il faut savoir que c'est pas simplement en disant voilà, c'est un tel et ça s'est passé comme ça. Et il est condamné, tout est bien qui finit bien dans le merveilleux monde. Non. C'est long, parfois ça n'aboutit pas, souvent d'ailleurs. Exactement. C'est la raison pour laquelle il faut pas se retrouver seul. Donc toutes ces victimes-là, aujourd'hui, qui témoignent, faut savoir aussi que il y a derrière des procédures qui sont extrêmement longues et qu'elles ont besoin d'un accompagnement d'experts. Elles ont besoin de conseils. Et c'est pas sur Internet qu'elles vont les trouver. Donc ça, c'est important de savoir qu'il existe plusieurs cellules, que ce soit à la police, à la gendarmerie, dans les associations ou à la justice, spécialisées. Parce qu'il y a des enquêtes à mener aussi derrière.
Mais après, Isabelle Iderkrivski, au-delà de l'aspect, on va dire peut-être générationnel, comme vous dites, sur ce qui se passe en ce moment avec l'utilisation des réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y a pas aussi une explication qui a à voir avec parfois le sentiment d'impunité? Et là, je cite un petit peu de mémoire certains arguments qui reviennent dans beaucoup de témoignages, à savoir la colère de nombreuses victimes qui disent finalement, soit on ne nous croit pas, soit en fait on a l'impression que notre agresseur est intouchable. Oui, parce qu'on est en train de découvrir, en fait. On parle depuis très peu de temps, finalement. On aborde depuis très peu de temps ces questions. Mais ce sont des sujets qui datent, qui sont bien ancrés, en fait. C'est la raison pour laquelle le premier ennemi à combattre, c'est le sexisme. Parce que ces sujets-là datent, sont véritablement ancrés dans des sociétés patriarcales. Dans une société patriarcale, oui, il y a des dominants, des dominés, c'est très clivé, il y a des hommes et des femmes. Dans la société guyanaise, encore récemment, on a connu l'école des filles, l'école des garçons. On a connu aussi les tenues pour les filles, les tenues pour les garçons. Ce n'est que très récemment, et on prend conscience maintenant, qu'on aborde les questions du sexisme. Et même le mot en lui-même n'existait pas dans le vocabulaire. Donc il faut bien voir aussi que la Guyane, aujourd'hui, alors je ne prends même pas le cas d'autres territoires ailleurs dans le monde, nous-mêmes déjà, nous sommes en train de découvrir qu'il peut exister un autre monde. Mais il faut aller doucement aussi dans la prise de conscience, et parce que ça passe par l'éducation. Il y a des générations qui n'ont pas reçu cette éducation. Il y a aussi, et là il faudra s'attendre à ce retour de bâton, il y a aussi des femmes qui vont militer en faveur du sexisme. Disant non, mais moi c'est très bien comme ça, et ça peut surprendre, on va dire mais attends tu rigoles, t'es une femme, c'est aujourd'hui on veut que les femmes aient du pouvoir et des responsabilités, d'autres vont dire non. Alors ça peut surprendre et on va pas leur en vouloir. Le but aujourd'hui c'est de faire prendre conscience qu'on soit un homme ou une femme, qu'on ait le choix. Le choix de sa tenue vestimentaire, le choix de tiens oui moi je suis un homme et j'aime cuisiner et j'aime bien m'occuper de ma femme et j'aime les fleurs et ouais t'as le droit aussi. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce schéma très stéréotypé et misogyne, parce que beaucoup de femmes qui vont accéder au pouvoir vont adopter aussi une caricature d'homme chef d'entreprise. C'est moi le chef, c'est moi le directeur, je suis autoritaire. C'est une caricature. Donc c'est ce qu'on essaie de déconstruire, et on essaie aussi de faire prendre conscience que ça se joue dès le plus jeune âge dans la cour de récréation. Beaucoup de chercheurs ont analysé l'espace de la cour et ont constaté que les filles sont sur les bancs et que les garçons occupent l'espace central. Et jouent au foot dans la cour. Et les filles qui aiment le foot ne le disent pas. Donc on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette société-là ? Ouais, j'aime le foot, je suis une fille, j'ai envie de jouer. Et les clubs féminins existent maintenant depuis peu. Ça a émergé et ça rencontre un succès phénoménal en Guyane. Donc c'est tous ces aspects-là. Il faut bien prendre conscience que c'est un problème beaucoup plus ancien. Prendre le mal à la racine finalement. Ah oui, et c'est long. C'est-à-dire qu'il y a toute une déconstruction à faire de part et d'autre, côté féminin, masculin, pour faire prendre conscience aussi que c'est ce vocabulaire féminin-masculin aussi est à déconstruire. En tant que délégué régional ici en Guyane, aux droits des femmes et à l'égalité, je suppose évidemment que vous êtes en lien avec toutes les associations qui s'occupent de ce sujet-là sur le territoire. C'est quoi le sentiment un peu général là en ce moment qui ressort de la part de toutes les personnes en fait qui s'occupent au quotidien des victimes? Oui, le rôle de la direction régionale aux droits des femmes, c'est de représenter le ministère chargé de l'égalité. Ces associations-là sont agréées par les services de l'État en Guyane. Elles sont financées, accompagnées. Et je peux dire, j'en profite pour dire que le budget pour la Guyane n'a pas cessé d'augmenter depuis que j'ai pris mes fonctions. Donc vraiment, on est bien doté et on continue à l'être. Ces associations sont accompagnées, sont attentionnées. Et elles, ce qu'elles voient, c'est que très bien, enfin, on entend parler du sujet. Formidable. Le fait d'en parler. Oui, parce que pour le coup, et je me permets de vous couper, c'est vrai que de nombreuses associations ces dernières années regrettaient en quelque sorte que la libération de la parole qui s'était produite il y a 5-6 ans partout dans le monde en fait ait mis un petit peu de temps à arriver en Guyane. Oui, et surtout que il faut se rendre compte aussi qu'on a un profil de victime qui est mineur et qu'on va pas retrouver sur cette page Instagram, qui va se retrouver démuni, complètement seul. Heureusement que ces associations et ces experts vont non seulement, l'enseignant va apprendre à signaler un cas, et que les associations, elles, sont formées pour prendre en charge. Et ensuite, on se remet à la justice. Il y a une procédure d'accompagnement, parce qu'on a souvent aussi affaire à des victimes qui sont mineures de moins de 15 ans. Oui, je crois qu'une victime sur 2 en Guyane a moins de 13 ans, c'est bien ça. Exactement, c'est pas celles-là qui vont raconter de longs discours en public. Non,
Donc là, il faut bien prendre conscience aussi de tous les dispositifs. Nos associations sont ravies de voir que on en parle, mais elles rappellent aussi leur existence. Et j'ai vu que beaucoup d'entre elles ont communiqué leur numéro de téléphone, leur adresse. Venez nous voir, nous avons des psychologues gratuitement à votre disposition. Parce qu'il y a des cas aussi qui sont limites où on voit bien qu'il faut l'intervention d'un médecin. Donc on ne peut pas rester tout seul derrière son écran en disant ben voilà il m'est arrivé ça puis et après je fais quoi? Non, venez tout de suite, venez à la rencontre de ces experts. Mais du coup, on a commencé un petit peu à en dire quelques mots, mais on en arrive sur la question propre à la Guyane en tant que petit territoire finalement avec une faible population où les relations de personne à personne elles sont peut-être plus importantes que dans un territoire un petit peu plus peuplé. Est-ce que c'est plus difficile d'après ce que vous constatez vous de porter ce sujet-là quand on sait que je vais évidemment caricaturer un petit peu, mais tout le monde connaît au moins une personne là en ce moment dont le nom a été publié sur les réseaux sociaux. Là, je pense au témoignage notamment d'une personne qui disait, d'une victime qui avait dû quitter la Guyane parce que finalement, elle avait peur des retombées qu'il pouvait y avoir dans les personnes qu'elle connaissait et qu'elle avait préféré aller se reconstruire ailleurs. Sur cet aspect-là des choses, qu'est-ce que vous dites? Mais ça, c'est le cas de beaucoup de victimes, que l'auteur soit connu ou pas. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut s'imaginer la même procédure, mais en enlevant les noms. Il faut que tout devienne anonyme. Voilà, tout est anonyme. C'est l'aspect qui vous dérange le plus, là, en ce moment, dans Balance ton port, qu'il y ait des noms, en fait? Des conseils aux victimes de rendre public, surtout pas, parce que lorsqu'il y a enquête et procédure d'enquête, il faut surtout pas se mettre en danger, s'exposer, parce que si les faits sont avérés, lorsqu'ils sont avérés, l'auteur sait très bien qui a parlé, elle se met en danger, si elle s'expose. Donc on déconseille, non seulement, mais le premier conseil que l'avocat donne, c'est silence, ne dites plus rien, parce que tout ce que vous allez dire, il pourra l'utiliser. Donc gardez vos preuves, gardez vos éléments, c'est stratégique. Donc on leur déconseille justement de prendre cette parole, d'écrire, de continuer à garder les contacts aussi avec les auteurs et de lui écrire, de lui répondre. Il y a de la provocation, ne réponds pas. Ça, ce sont tous les bons conseils qu'on donne lorsque ces victimes sont prises en charge. Dès qu'elles viennent au sein des associations, on dit bon, attendez, et puis dépôt de plainte pour qu'il y ait enquête. Vous n'allez pas mener votre enquête toute seule. Non. Les victimes sont pas là pour faire enquêteur, juge, avocat, psychologue. On a l'impression que les victimes, aujourd'hui, doivent tout faire toutes seules. Ce n'est pas vrai. Il y a des experts pour, et s'il y a des noms, eh bien, l'enquête est menée. Parce qu'il faut faire attention aussi, on sait très bien qu'il peut y avoir aussi un petit pourcentage de fausses déclarations. Et certaines vont s'exposer à de la dénonciation calomnieuse, etc. Donc, il y a enquête. Mais ça, est-ce qu'on arrive justement, pour reprendre l'exemple de ce qui s'était passé avec MeToo en 2017, à savoir à peu près quelle est la part de faux témoignages? Est-ce que vraiment ça représente beaucoup de personnes? Non, très peu. Avec le recul, on se rend compte, là où il y a une faiblesse, c'est que parfois les faits remontent et que les preuves qui sont présentées sont insuffisantes. Oui. Donc là, on s'expose, on se met en danger. Parfois, il est préférable justement de prendre le temps de consulter un expert qui va vous dire « ouais, ça va, on peut y aller ». Et au moins, on sait aussi que la justice, les procédures sont longues, et au moins, on sait que nos preuves sont recevables, et consulter avant de se lancer parce que c'est extrêmement long. Après, il faut absolument cet accompagnement psychologique. Parce qu'on voit bien qu'il y a des traumatismes. Et qu'il y a même des symptômes post-traumatiques. Parce que certaines vont dire « mais tiens, j'avais oublié, j'avais enfoui, et là, tu me rappelles ça ». Donc, on sait bien. Le problème, c'est que malheureusement, pour certaines d'entre elles, on va se retrouver totalement démunis. Et ce qu'on va proposer, c'est de rencontrer d'autres victimes dans des groupes de parole pour pouvoir échanger, partager, soutenir aussi celles qui vivent ces moments-là actuellement, en disant moi ça s'est passé il y a 10 ans, j'ai pas réagi à l'époque, écoute, moi j'aimerais bien t'aider. Et ça aussi, ça permet, c'est curatif, ça permet aussi de se sentir mieux, d'aller mieux, de se sentir utile.
Et pour le coup, et j'en parlais il y a 5 minutes, je me souviens de ce qui s'était passé en 2017 avec MeToo, le raz-de-marée que ça avait été. Là, en Guyane, j'ai l'impression en ce moment qu'on assiste un petit peu à la même chose, avec une espèce d'opposition en fait entre deux discours. Il y a ceux qui disent c'est incontrôlable, c'est la justice qui devrait s'en occuper, il y a un droit à la présomption d'innocence, ça c'est d'un côté, et puis de l'autre, il y a tous ceux et toutes celles qui expliquent qu'il n'y a pas d'autre choix que si Balance ton porc existe, c'est parce qu'en fait personne n'écoute les victimes. Vous pensez quoi? Et on a commencé à en parler du débat et de notre capacité à tous de pouvoir véritablement parler de ce sujet-là qui est évidemment très sensible. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses entre la justice, les victimes, la justice et le public. Parce que là, en l'état actuel, c'est plus public, en fait, le débat. Il n'est pas au niveau de la justice. Non. Il est dans le public. Et ce public-là, si on lui avait pas donné de nom, est-ce qu'il s'intéresserait autant au sujet? Et notre travail à nous, c'est de sensibiliser la population sur ces agressions, sur les violences conjugales, sur le sexisme. C'est sûr que si on commence à donner des noms en disant Monsieur untel a frappé sa femme, elle a été hospitalisée, on ne serait plus écouté. Mais c'est pas ça notre objectif. Si on enlève les noms, est-ce que c'est aussi croustillant? Eh bien, il y a des études qui disent, voilà, ce qui nous intéresse en réalité, et là je reprends une étude du collège Knox dans l'Illinois, une étude qui date de 2008, très intéressante parce qu'elle dit, mais en fait, ce qui nous intéresse chez les personnalités, c'est les mauvaises nouvelles. Et on est plus attiré par les mauvaises nouvelles parce que ça renvoie aussi notre désir d'ascension sociale. Alors si lui, là-haut, il a des problèmes, c'est bon, il va descendre un peu. Et c'est la raison ce qui s'est passé avec Dominique Strauss-Kahn, ce qui s'est passé avec Harvey Weinstein, voilà, toutes ces personnalités finalement qui étaient très hauts et qui sont tombées dans... C'est analysé par des psychologues. Pourquoi les magazines People fonctionnent aussi bien? Parce qu'on a bien envie de voir aussi ces stars aller mal. Donc ce désir d'ascension sociale se manifeste aussi par l'intermédiaire de ces mauvaises nouvelles. Donc, si on enlève justement tous ces noms qui n'ont aucun intérêt, nous, dans notre stratégie, dans l'aide aux victimes, aucun intérêt. Qu'est-ce que ça nous apporte de savoir Monsieur untel Non, c'est la situation, la vraie situation, ce sont ces agressions sexuelles. Il ne faut pas perdre de vue. Je dis, il y a la victime, la justice et le public. Aujourd'hui, le débat, il est beaucoup trop public. Et on ne le renvoie pas assez à la justice et à la victime. Il y a une victime, il y a la justice. Donc là, maintenant, cette victime, on l'encourage à déposer plainte. Mais est-ce que vous avez quand même l'impression au moins que le débat est plus facile et faisable par rapport à ce que la situation pouvait être il y a quelques années où on avait l'impression que personne n'en parlait en fait? Mais est-ce que c'est le bon débat? C'est ça le vrai problème. Ouais. Est-ce que c'est le bon débat? Parce qu'on parle plus des personnes que des sujets en eux-mêmes. Le sujet en lui-même, après, est-ce que on va nous demander, mais pourquoi est-ce qu'il y a des agressions sexuelles finalement? Que se passe-t-il à ce moment-là, psychologiquement? Comment est-ce qu'on peut avoir un tel déni? Pourquoi la victime ne réagit pas, ne dépose pas plainte tout de suite? C'est-à-dire que c'est ça le vrai débat. Pourquoi y a-t-il autant de violence et d'agression? Oui, mais est-ce que de temps en temps, parfois dans une société, on n'a pas besoin d'une espèce d'effet un peu électrochoc, que les choses peut-être aillent un petit peu trop loin pour qu'on arrive à prendre conscience de la situation? Oui, mais on est dans une société aussi de consommation. On consomme les événements. On a pris l'habitude, en plus avec les réseaux, à les consommer, à les oublier. Parce qu'une autre histoire, dans quelques mois, arrivera et va nous faire oublier. Donc c'est pas du tout le but, surtout pour toutes les associations qui œuvrent au quotidien, qui auront encore, après, lorsque ce sera passé, elles auront toujours les victimes qui vont arriver devant la porte. Ça va pas s'arrêter. On va dire, mais non, mais c'est pas possible, on avait tout dénoncé sur Internet, on a fait le tour des radios, comment ça se fait qu'il y a encore des victimes? On s'imagine vraiment qu'il n'y en aura plus après ça? Non, on va continuer à les recevoir, parce que le vrai problème, le vrai débat, c'est la question de l'éducation, de la lutte contre le sexisme, expliquer à nos plus jeunes, dès le plus jeune âge, que on ne s'amuse pas à taper les fesses, non, c'est pas un jeu. Et ça, j'ai eu à reprendre dans un collège, par exemple. On intervient dans les établissements scolaires régulièrement. Il faut bien prendre conscience que c'est un problème de fond. On est là dans la sociologie et il y a des interventions et dans la pédagogie et il y a des interventions à mettre en place le plus tôt possible. Dernière question, Isabelle Idakrivski, et je vais vous la poser en tant qu'homme. On sait bien que 99% des agresseurs sont des hommes et on voit bien encore une fois qu'il y a
un malaise un petit peu généralisé en ce moment de la part de nombreux hommes de voir finalement qu'il y a des femmes qui prennent la parole. C'est quoi votre avis sur la position finalement que les hommes devraient adopter quand des victimes prennent la parole pour expliquer finalement ce qui leur est arrivé? Mais je considère déjà qu'il faut plus voir le problème de cette manière. Parce C'est-à-dire qu'on a trop clivé nos sociétés. Un monde d'hommes, un monde de femmes, un monde de blancs, un monde de noirs, un monde de jeunes, un monde de vieux. On a trop clivé la société et ça s'amplifie, ce phénomène s'amplifie. Donc on a plutôt intérêt aujourd'hui à dire non, c'est nous tous, ça nous concerne. Et c'est la raison pour laquelle au sein des associations et lorsque les manifestations sont engagées, sont menées, mais on ne dit pas que c'est un groupe de femmes, c'est du féminisme, le 8 mars c'est la journée de la femme. Non, surtout pas. Ce sont des droits, les droits. Il ne faut pas cloisonner un débat en fonction de qui on est finalement. On est dans une société beaucoup trop clivée. Et là, non, si j'ai envie, quelqu'un va me dire, écoute, moi je suis pas homosexuel et j'ai bien envie de m'engager auprès d'eux parce que je suis contre ces discriminations. On va lui dire, non, t'es pas homosexuel, alors tu sors du groupe. Non, au contraire. Donc c'est pas le regard mais après, on des sait très bien hommes. que notre engagement, il vient aussi de ce que l'on est nous. Mais justement, on n'est pas que ça. On n'est pas que ça. Alors là, du coup, on est vraiment dans l'anthropologie parce qu'il faut se voir comme étant quelqu'un de multicolore, avec de multiples appartenances. On n'est pas qu'un homme, on n'a pas qu'une génération, non. Et il faut véritablement se voir comme étant multicolore avec des appartenances multiples. Nous sommes pluriels, on terminera là-dessus. Exactement. Merci beaucoup Isabelle Ider-Krips qui d'abord été notre invitée ce matin. Je le rappelle donc, vous êtes anthropologue, ethnologue et également la déléguée régionale ici en Guyane aux droits des femmes et à l'égalité. Merci encore, très bonne journée à vous.